pas si tout le monde m'entend bien. Ça va, dans le fond, super. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment chouette de voir autant de gens ce soir pour discuter de l'anarchie, d'autant plus à l'ULB où c'est un sujet qui n'a pas été abordé depuis de nombreuses années à mon avis. Ça a peut-être un petit peu changé l'institution, la secoué peut-être un petit peu. Donc moi je m'appelle Thibaut. Si mon nom n'est pas présent sur les affiches ou dans la communication, c'est parce que je ne me présente pas devant vous parce que j'ai un diplôme ou parce que j'ai un titre, parce que je représente une organisation politique. Je me présente devant vous parce que je suis anarchiste et que j'ai envie de vous en parler et d'essayer de définir l'anarchie, en tout cas de donner une première grande définition. Ce qui veut dire forcément que mon avis sera en partie personnel, et ce qui est assez logique parce que l'anarchie, ce n'est pas une théorie unifiée. Il n'y a pas un dogme anarchiste, il n'y a pas une vérité absolue qui aurait été définie par un auteur, mais il y a tout un tas de définitions qui parfois s'opposent, parfois rentrent en conflit. Je pense qu'après, dans la séance de questions-réponses, on va avoir différentes visions de l'anarchie qui vont s'exprimer. Et si vous avez des questions, peut-être que vous recevrez des réponses différentes de ce que je vais dire. Et c'est tout à fait normal. Et donc cette vision non dogmatique de l'anarchie, je pense qu'elle est très importante. Si vous lisez des articles scientifiques ou des livres qui sont écrits par des chercheurs sur l'anarchisme, vous aurez toujours une espèce de complainte où on va vous dire « Ah, mais il n'y a pas vraiment de théorie, on ne sait pas vraiment ce que c'est, l'anarchisme. » Voilà, il y a vraiment cette espèce d'idée, déjà dans la théorie, que l'anarchisme, c'est le désordre. Qu'il n'y a pas de grande version unifiée, il n'y a pas d'auteur de référence qui pourrait expliquer par avance ce qui est anarchiste et ce qui ne l'est pas. Et s'il y a cette espèce de notion de désordre, c'est parce que l'anarchisme est vu de manière quasiment toujours péjorative. Si je demandais dans la salle à chacun d'entre vous de me définir le conservatisme, ou le libéralisme, ou le communisme, ou le marxisme, je pense que j'aurais des dizaines de réponses différentes. Mais la différence, c'est que dans ces pensées, des auteurs peuvent réclamer la vérité sur ce qu'est le dogme, ce qu'est le communisme, ce qu'est le libéralisme. Alors que dans l'anarchisme, il y aura toujours j'espère en tout cas, une mise en garde des gens qui vous en parleront pour vous dire non, il n'y a pas un seul anarchisme. On veut parler d'anarchisme au pluriel. Et d'ailleurs, si on remonte un peu, je reste sur le terme parce que c'est intéressant, si on remonte un peu et qu'on va chercher, par exemple, chez les auteurs de la Révolution française ou même avant, vous verrez que l'anarchie est toujours utilisée comme une insulte politique pour décrire l'ennemi. Et qu'à l'époque, et c'est assez ironique, elle était utilisée comme un synonyme de démocratie. Pas dans le sens évidemment de la démocratie telle qu'on la pratique maintenant, mais dans son sens littéral de gouvernement du peuple, de la plèbe. Parce que forcément, le gouvernement du peuple, c'est le désordre, et donc c'est l'anarchie. Or, on voit qu'aujourd'hui, la démocratie a complètement changé, le concept d'anarchie a complètement changé de valeur. C'est devenu le bouclier derrière lequel les élites, les gouvernants peuvent se protéger en disant non, mais il ne faut pas dire qu'il y a des différences de salaire, que certains touchent plus que d'autres, qu'il y a des riches, des pauvres, c'est populiste tout ça. Et puis il y a la démocratie. Alors que l'anarchisme est toujours considéré comme étant le diable politique, le mauvais exemple, la chose dont il faut avoir peur, la chose qui effraie. Et donc, je vais revenir un peu plus tard sur cette dimension péjorative du mot, mais il faut bien se rendre compte que là, aujourd'hui, je vais vous donner une vision positive. Et j'en ai conscience que je suis anarchiste, donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est une bonne théorie. Et je ne prétends pas à une objectivité là-dessus. Je ne pense pas que dans la théorie politique, il y a une objectivité. Je pense qu'il y a des théories qui s'affrontent, et voilà, je vais vous donner ma vision là-dessus. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'unité théorique, mais alors il faut quand même définir les frontières de ce qu'est l'anarchie, ce qu'est l'anarchisme. Et pour moi, il y a trois grands principes dans lesquels tous les anarchistes se reconnaissent plus ou moins, et que je vais développer un peu plus longuement. Le premier, c'est l'anticapitalisme. Là, c'est un petit peu une évidence. L'anarchisme n'existe pas s'il n'est pas anticapitaliste, s'il ne combat pas les inégalités sociales, s'il ne combat pas le système économique tel qu'on le connaît aujourd'hui et tel qu'on l'a connu dans le passé. Alors évidemment, ça s'explique par le fait que l'anarchisme est né au XIXe siècle, dans un contexte très précis. Grosso modo, voyait des paysans et des campagnards quitter leur campagne, aller travailler dans les villes sous l'effet de la révolution industrielle, et former une nouvelle classe qu'on appelle le prolétariat.
Mais ce que je vous dis là est volontairement un petit peu faux. Vous pouvez entrer, hein, il n'y a pas de souci. Ce que je vous dis là est volontairement un petit peu faux, c'est une sorte de dérivé d'un marxisme très simplifié, parce que on voit directement dans les pensées anarchistes et chez les penseurs anarchistes qu'il y a tout un tas en fait, de pauvres, tout un tas de dominés qui ne sont pas définis à partir d'une seule vision unique de la classe. Par exemple, Proudhon, qui a donné son nom à l'anarchie, était un typographe, qui travaillait dans les métiers de l'imprimerie. Une des premières fédérations anarchistes, qui était celle du Jura, était fondée par des horlogers, donc des artisans. Et si on regarde dans l'histoire de l'anarchisme, vous aurez tout un tas de mouvements qui peuvent être ouvriers, artisans et aussi paysans. Un des meilleurs exemples, c'est le mouvement de Makhno en Ukraine en 1917. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être que Jean-Michel vous en parlera un peu plus longuement, mais qui était composé presque exclusivement de paysans. Et donc là aussi, on voit cette espèce d'anti-uniformité de l'anarchisme. Elle ne prétend pas qu'il y a un seul agent révolutionnaire qui serait l'ouvrier. Elle voit la chose de manière beaucoup plus générale et beaucoup plus multiple. Donc, ce premier point, l'anticapitalisme, cette lutte contre la domination économique, elle se double d'un second point, d'un second grand principe, qui est sans doute ce qui fait vraiment la spécificité de l'anarchie, et qui est l'anti-hiérarchisme. Je pourrais dire aussi l'anti-étatisme, son caractère autogestionnaire, c'est-à-dire le refus de la hiérarchie et de la verticalité dans les organisations politiques. Les anarchistes considèrent en général qu'à partir du moment où vous supprimez le système de domination économique, si vous laissez un système de domination politique, c'est-à-dire une hiérarchie dans laquelle les gens n'ont pas tous la même valeur, le même pouvoir, en fait vous ne réglez pas le problème. Et vous ne faites que changer de maître. Peut-être décider d'avoir des maîtres différents, mais vous restez avec des maîtres. Et le principe même de l'organisation des sociétés en Occident, au XIXe siècle et aujourd'hui, c'est précisément la hiérarchie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, là aussi je vais aller très vite, on voit la distinction dans le mouvement révolutionnaire, donc entre ce que moi j'appelle les socialismes révolutionnaires, c'est-à-dire, pas dans le sens du mot socialisme maintenant, hein, bien clair, dans le sens qu'il avait au XIXe siècle, c'est-à-dire des théories politiques qui veulent sortir du capitalisme et fonder le socialisme, une société différente, une société égalitaire. Quand le socialisme révolutionnaire naît, il va immédiatement se diviser en plusieurs tendances. Et un de ces moments de séparation, c'est quand, au sein de la Première Internationale des Travailleurs, donc une organisation qui regroupait des militants révolutionnaires à travers l'Europe, qui avait pour but de coordonner plus ou moins les actions et ce qu'ils faisaient, a discuté des moyens de faire la révolution. À ce moment-là, il y a clairement une scission entre ce que les anarchistes vont appeler les autoritaires et les anti-autoritaires, sur comment est-ce qu'on fait cette révolution. Est-ce qu'on doit la faire pour les travailleurs, avec un parti, une organisation révolutionnaire, ou est-ce que les travailleurs doivent la faire elles-mêmes et s'organiser comme ils ont envie de s'organiser. Et au moment de cette scission, vous avez deux personnages qui incarnent ces deux camps. Tout ce que je vous dis là est assez simplifié, parce qu'évidemment, c'est plus complexe que ça, il y a beaucoup de gens impliqués là-dedans. Mais c'était Marx et Bakounine. Je pense que Marx, je n'ai pas besoin de préciser qui c'est, vous avez tous une idée. Bakounine, c'est un théoricien anarchiste russe, qu'on considère comme étant un des grands penseurs de l'anarchisme, parce qu'il a formalisé certaines choses. Mais donc, dans cette lutte entre les deux camps, et malheureusement pour un anarchiste, les autoritaires vont gagner. Et va alors se créer vraiment une scission entre autoritaires et anti-autoritaires qu'on peut grosso modo projeter après entre certains communismes et les anarchismes. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que déjà à l'époque, Bakounine écrivait que si on instaurait un socialisme économique, l'égalité économique entre les individus d'une société, mais qu'on y mettait une forme d'État très puissant, très centralisé, très vertical, on obtiendrait une forme de domination qu'on n'a jamais connue dans l'histoire humaine. Ce qui est grosso modo ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu au XXe siècle avec ce qu'on peut appeler le totalitarisme ou le stalinisme. Et donc c'est intéressant parce que les anarchistes ont toujours été, d'une certaine manière, des prophètes très peu écoutés. Ils avaient souvent raison, mais en étant vaincus. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toute l'histoire, donc une fois je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. À côté de ces deux premiers grands principes, l'anticapitalisme et l'anti-hiérarchisme, vous avez une dernière chose qui est celui de la société différente, de la société idéale. Les anarchistes veulent une autre société. Alors évidemment, ils ne veulent pas la même société que d'autres courants comme le communisme. Ils veulent une société où
tout s'organise de manière horizontale, sans pouvoir, sans verticalité. Alors ça peut paraître un peu abstrait, mais concrètement, il faut imaginer un monde où les êtres humains s'organisent dans des localités, ça peut être des villages, des petites villes, des quartiers, et ensuite ces localités se fédèrent les unes avec les autres. Et au sein de chaque localité, les gens peuvent s'organiser un peu comme ils veulent. Et ça, c'est très important, parce que l'anarchie ne veut pas une société où tout le monde fait la même chose, où tout le monde pense de la même manière, où les règles de vie sont identiques dans tous les environs d'un pays ou entre les pays, mais au contraire que chaque communauté, à son niveau le plus local possible, décide de ses règles de vie. Et après se fédèrent, choisissent de se fédérer avec d'autres communautés. Ce principe de fédération, qu'on doit à Proudhon au départ, enfin c'est pas très intéressant parce que ça a été redéfini et transformé au cours de l'histoire de l'anarchisme, est aussi quelque chose d'assez central. Parce que même les organisations anarchistes, que ce soit un mouvement politique, un mouvement qui se base sur un thème particulier, que ce soit le féminisme, l'antiracisme, l'antifascisme, les organisations fonctionnent en général de manière fédérative. C'est-à-dire que les individus choisissent d'en faire partie, de se fédérer entre eux pour former l'organisation. Et l'organisation peut ensuite se fédérer avec d'autres organisations pour donner un front plus large. Et cette idée de fédération va complètement à l'encontre d'une autre vision révolutionnaire qui serait plus téléologique, c'est-à-dire qui annoncerait une fin à l'histoire, à l'action politique, et qu'on retrouve par exemple dans une certaine forme de marxisme, qui voudrait en gros que le capitalisme, de par ses propres contradictions, se détruise lui-même, et produise lui-même le mouvement ouvrier et ses contradictions. Les anarchistes vont donner plus d'importance à l'action en fait, à l'acte de choisir, de se fédérer ou pas, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Alors ici, je sais bien que tout le monde ne sera pas forcément d'accord, parce qu'il y a des grands débats philosophiques là-dessus au sein de l'anarchisme. Et moi, il me semble que cette réflexivité entre le collectif et l'individu, où le collectif ne disparaît jamais, l'individu ne disparaît jamais dans le collectif, mais où le collectif n'a jamais toute puissance sur l'individu, est très importante au sein de l'anarchisme. Parce qu'elle démontre que la division quasiment sacrée qui existe entre individu et collectif est en fait très artificielle. Si vous demandez à la plupart des gens comment nos sociétés fonctionnent, on va vous dire qu'elles sont individualistes, qu'elles promeuvent l'individu, l'égoïsme individuel. Si vous demandez à certains communistes ou à certains collectivistes, qui peuvent parfois être anarchistes, ils vous diront que c'est le collectif qui compte plus que l'individu. Or, le principe fédératif a cet avantage qui supprime cette division et qui offre quelque chose de nouveau, une possibilité de faire vivre en harmonie individu et collectif. Donc vous avez ces trois grands principes, cette espèce de base commune, qui, encore une fois, peut varier selon les groupes, selon les gens. Et ça pose la question de est-ce que l'anarchisme a encore un sens aujourd'hui? Bon, évidemment, je vous casse le suspense, si je vous parle ce soir, c'est que je pense que oui. Mais si vous demandez à des libéraux ou à des conservateurs, eux, ils vont vous répondre que non. Et ils vont vous répondre qu'en fait, tous les mouvements révolutionnaires et les théories révolutionnaires sont des choses dépassées, complètement obsolètes. C'est la fin de l'histoire. C'est la victoire absolue du libéralisme. Et pour répondre à cet argument-là, il faut que je remonte en fait dans l'histoire très loin. Bakounine disait déjà, de manière assez instinctive, que dans les sociétés occidentales, enfin dans l'Europe de son temps, il y avait une distinction entre les individus qui cherchaient l'égalité et les individus qui cherchaient la domination. Donc entre une sorte de volonté égalitariste et une volonté hiérarchique. Il disait ça de manière un petit peu instinctive, ça lui venait comme ça, il observait le monde politique et il se disait que c'était quelque chose qui permettait aussi de comprendre la division au sein du mouvement révolutionnaire. Que vous aviez des révolutionnaires qui étaient de très bonnes, qui étaient pas hypocrites, qui étaient très sincères sur leur conviction de devoir changer la société, mais qui avaient aussi un désir de pouvoir et un désir de domination. Et aujourd'hui, vous avez une personne qui s'appelle David Graeber, qui a une petite notoriété maintenant parce qu'il a publié un livre qui s'appelle Dette 5000 ans d'histoire, qui a été assez vendu et assez diffusé dans les médias dominants, mais qui est à la base un anthropologue. Et ses travaux anthropologiques se portent notamment sur les sociétés qu'on appelait autrefois primitives, que moi j'appellerais juste sociétés pré-industrielles, dans lesquelles il note qu'il y a un instinct égalitaire et un instinct hiérarchique.
Alors ces instincts ne sont pas nés comme ça par magie, ils ne parlent pas d'une vision où les gens seraient naturellement égalitaires ou naturellement hiérarchistes. Mais il dit qu'à partir du moment où quelques individus se mettent ensemble pour former une société, il va se poser la question de la répartition. Répartition des ressources et répartition du pouvoir. Et à partir de ce moment-là, on peut régler le problème de la répartition de deux manières différentes. Par l'égalité ou par la hiérarchie. Et donc les sociétés ne sont pas purement égalitaires ou purement hiérarchiques, elles contiennent des éléments de ces deux instincts, et le mot instinct est important parce que dans ces sociétés pré-industrielles, c'était presque systématiquement des choses qui passaient par le rituel ou par la religion, qui n'étaient pas conscientes. Mais il y avait bien des exemples de sociétés qu'on pourrait qualifier de proto-anarchistes, qui s'organisaient de manière horizontale, où le pouvoir était quasiment inexistant, où quand il existait, il était contrebalancé par des rituels ou des processus qui le rendaient relativement indolore. Et ça, cette espèce de division entre l'instinct égalitaire et l'instinct hiérarchiste, ça permet surtout de lire l'histoire de manière différente. Et de lire, par exemple, l'opposition qu'il y a eu au XIXe siècle et encore au XXe, entre les mouvements révolutionnaires et les mouvements conservateurs et libéraux, comme une expression de ces deux instincts, qui se seraient à ce moment-là conscientisés dans une réflexion sociale sur la société, sur ses buts, sur comment l'organiser consciemment. Alors malheureusement, aujourd'hui, on sait que le mouvement révolutionnaire a échoué dans une certaine mesure, mais on peut aussi poser l'hypothèse, à partir de cette réflexion-là, qu'il a échoué notamment parce que certaines de ses composantes n'ont pas intégré la critique contre la hiérarchie dans leur idéologie. Et que des exemples comme celui de l'URSS ou d'autres États soi-disant socialistes, qui en fait étaient profondément hiérarchistes, même s'ils instauraient une forme d'égalité sociale, a créé une limite, en fait, a créé une sorte d'alliance entre deux instincts hiérarchistes différents, celui qui venait des libéraux et des conservateurs, et celui qui venait de certaines franges révolutionnaires. Mais ça nous dit aussi que de nos jours, si on voit clairement que les mouvements révolutionnaires sont relativement faibles, pour ne pas dire extrêmement faibles, ce n'est qu'une phase de l'histoire. Un moment où l'instinct hiérarchique est devenu tellement puissant dans nos sociétés. Et je pense que n'importe qui dans cette salle peut réfléchir un instant et voir que dans toute son histoire, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans n'importe quelle activité sociale qu'il a eue, on lui a présenté un monde hiérarchisé. On lui a présenté un monde où l'égalité, l'horizontalité était la pensée de base, l'imaginaire de base. Et c'est vrai aussi, par exemple, dans cette université. Si vous réfléchissez un petit peu, vous voyez bien qu'elle fonctionne de manière très verticale. Et même, pour avoir été un syndicaliste étudiant pendant un certain nombre de temps, de manière de plus en plus verticale. Et donc tout cet univers de hiérarchie, forcément pousse les individus à croire que c'est un état normal des choses. C'est un argument qu'on entend beaucoup quand on parle avec des libéraux, des conservateurs, qui vont vous dire non mais c'est la nature de l'homme d'être comme ça, de vouloir dominer son prochain, de vouloir être au-dessus de son prochain, d'être mieux traité que son prochain. Or, dans cette vision précise, ce n'est pas le cas. Et puisque j'en suis à ce qui se passe de nos jours, je vais reprendre cette espèce de division en trois, capitalisme, hiérarchie et idéal de société, pour vous expliquer pourquoi, à mon avis, l'anarchie est toujours une solution, est toujours une théorie politique qui est efficace et qui est utile dans notre temps historique à nous. Bon, d'abord sur le capitalisme, je ne vais pas détailler en profondeur, je pense que tous, vous avez conscience qu'il est toujours là, qu'on vit toujours dedans, qu'on le subit toujours. Mais c'est vrai qu'il a changé, il s'est transformé. Et on peut dire que les formes dans lesquelles on voit la domination économique ne sont plus exactement les mêmes que celles qu'on voyait au XIXe siècle. On n'a plus cette image des travailleurs manuels extrêmement exploités, du mineur ou de la femme travaillant dans une industrie de textile, je prends ces exemples au hasard. Mais est-ce que vraiment la différence est profonde? Aujourd'hui, on a la précarité, le chômage de masse. Le patron a toujours à peu près le même pouvoir économique. Il contrôle le salaire, il contrôle votre capacité de survie économique. Et surtout, si aujourd'hui on a en partie
régler le problème de la misère extrême, parce qu'effectivement on ne vit pas dans un monde qui est exactement celui du XIXe siècle, c'est aussi parce que l'Occident vit sur le dos d'autres parties du monde, et que le néocolonialisme permet d'exporter notre misère sociale en échange des biens qu'on ramène d'autres parties du monde qui sont exploitées. Donc ça, voilà, la domination économique est toujours là, même si elle a pris de nouvelles formes, même si elle a réussi notamment à transformer son discours, elle est toujours présente. Mais pire que ça, si vous prenez le deuxième principe, celui qui combat la verticalité, l'État, la hiérarchie, vous voyez qu'on est dans un monde qui n'a jamais été aussi bureaucratique. Tout au long de ces 2 derniers siècles, l'État n'a cessé d'augmenter son pouvoir sur différentes facettes et différentes dimensions de la vie humaine. Là encore, c'est vraiment un exercice très simple. Si vous réfléchissez un instant, vous verrez que vous n'avez pas un seul moment dans votre vie où vous n'agissez pas en fonction de certains règlements qui vous sont donnés. En grande partie par l'État. Quand je dis État, ça peut aussi vouloir dire l'Union européenne, qui au fond n'est qu'une sorte d'alliance d'États, de supra-États en devenir, mais qui édicte aussi des règlements qui vous concernent. Ça marche également à tous les niveaux. L'entreprise se bureaucratise, notamment à travers les formes de new management, le contrôle de l'employé qui passe de sa forme purement coercitive à une forme de contrôle psychologique. À tout un tas de processus qui sont mis en place pour essayer de contrôler les affects, les émotions des travailleurs pour les rendre plus productifs. Et qui, c'est une grande surprise, finissent au contraire par le rendre moins productif. Parce que plus les travailleurs sont encadrés, plus les travailleurs perdent le contrôle sur leur travail, sur pourquoi ils produisent, comment ils produisent, pour qui ils produisent, et moins ils ont envie de travailler. Ça génère un rapport particulièrement délétère au travail qui devient une corvée absolue. Et c'est aussi quelque chose qui est très général dans nos sociétés, de voir qu'on essaye d'échapper le plus possible au travail. Ce qui, en passant, est aussi quelque chose que l'anarchie a défendu pendant très longtemps. Vous avez tout un courant de l'anarchie qui défend le droit à la paresse, c'est un terme qui existe et qui a été défendu. Mais donc, vous avez cette bureaucratie que vous pouvez voir aussi à l'ULB. Je prends cet exemple complètement au hasard. Il est impossible, si un étudiant le veut, de placarder une affiche n'importe où. C'est interdit. Il est impossible de louer un auditoire sans donner les raisons pour lesquelles on le loue. Ce qui en soi est assez étrange, parce que dans une université où on se prévaut du principe de libre examen, ce genre de choses, en fait tout est contrôlé. Et tout est de plus en plus contrôlé. Vous avez un système qui est basé sur le principe de... Il y a des gens qui surveillent ce que font les étudiants, les chercheurs, les professeurs, les secrétaires, les ouvriers qui travaillent sur le campus. Et c'est exactement la même chose au niveau de la société en général. Et enfin, vous avez le troisième point, celui de l'imaginaire d'une autre société. On est clairement en manque d'espoir aujourd'hui. C'est un petit peu niais de le dire comme ça, c'est un petit peu gentil. Mais si vous demandez à quelqu'un dans la rue, même si je demandais maintenant à la plupart des gens qui sont ici, est-ce que l'avenir sera meilleur que le présent? Je doute très fortement que les gens répondent oui, l'avenir sera bien meilleur qu'aujourd'hui. Non, au contraire, vous aurez des gens qui vont vous dire que l'avenir est noir, qu'il y a clairement une peur dans l'avenir, une incapacité de contrôler ce qu'on fait de l'avenir. Ce qui est en fait assez logique, parce que on a tendance à penser que le néolibéralisme déforce l'État. On parle toujours des politiciens qui perdent leur pouvoir, ce genre de choses. Mais en réalité, c'est juste un transfert de pouvoir. Vous avez des gens qui en perdent et des gens qui en gagnent. Et vous avez toujours une élite à la fin qui est aux commandes d'une manière ou d'une autre, avec des leviers économiques ou des leviers politiques. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est notamment ce processus de transfert qui génère ce manque d'espoir politique. Parce que les versions libérales de la démocratie permettaient vaguement de se donner un destin, d'aller dans une direction. Et aujourd'hui, même ce processus-là est rentré en crise. Parce qu'il est impossible pour le système de se maintenir et de donner un tout petit peu, une très vague liberté aux individus. Et donc, l'anarchisme, dans ce cas-là, est un pourvoyeur d'espoir, dans le sens où il permet d'imaginer une société différente, et donc de se donner un but, et donc de se donner un horizon politique. Alors clairement, il n'y a pas un horizon, il n'y a pas une société. Les anarchistes vont tous s'imaginer des sociétés différentes, mais ils vont s'imaginer des sociétés, des formes de vivre ensemble qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qu'on peut mettre en place, qui sont accessibles si le travail politique, si le combat est gagné en partie ou totalement à un moment donné.
Et cette dimension-là est vraiment très importante. Parce qu'à mon avis, le désespoir politique est quelque chose qui touche particulièrement les populations en Europe aujourd'hui et a des effets profondément délétères. Alors, je ne vais pas rentrer dans une analyse comme ça assez rapide et un peu facile, par exemple du terrorisme et de ce genre de choses. Mais vous avez clairement un facteur qui joue dans ces questions-là sur l'absence de buts sociaux, l'absence d'espoir de vivre dans une meilleure société. Et donc, l'idée d'être enfermé en permanence dans une société qui ne veut pas de vous, quel que soit ce vous. Un dernier point qui fait que l'anarchisme est vraiment une pensée contemporaine, c'est que, étant donné qu'elle est non dogmatique, qu'elle permet la recréation, la transformation permanente de ces théories, elle est aussi une des mieux placées pour dialoguer et pour construire une convergence avec tout un tas de luttes spécifiques qui sont apparues au XXe siècle et qui apparaissent encore aujourd'hui. Que ce soit le féminisme, l'antiracisme, je ne vais pas toutes les citer, d'autant plus que je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça et que si dans la discussion une camarade a envie de développer ça ou un camarade a envie de développer un de ces points, ça pourra se faire après. Et donc, elle peut intégrer en son sein tout un tas de nouveaux problèmes, de nouvelles discussions. Par exemple aussi sur l'écologie, qui ne sont pas forcément aussi faciles à transmettre à des courants politiques qui sont plus dogmatiques, qui hiérarchisent plus les valeurs, et qui vous diront que la lutte contre le capitalisme passe en premier, contre tout, et contre d'autres formes de libération qui devraient passer en second, en fait, qui sont moins importantes. Avant d'aller vers ma conclusion, je vais encore vous parler d'une chose que j'avais mis un peu de côté volontairement, c'est la question de la violence. Parce que quand un anarchiste se retrouve devant un auditoire, devant un groupe de gens, il y aura forcément une question qui va poser, ce qui va porter sur la violence. Est-ce que vous êtes pour les poseurs de bombes, grosso modo? Et c'est vrai que cette image de l'anarchiste comme étant un jeune cagoulé avec une bombe, un cocktail Molotov, c'est quelque chose qui est communément admis dans l'imaginaire social de la plupart des gens. Ce qui est très amusant avec ça, c'est que, effectivement, dans l'histoire de l'anarchie, il y a eu des moments plus violents que d'autres. Notamment à la fin du XIXe siècle, tout un courant qui s'appelait la propagande par le fait, qui voulait changer les choses immédiatement et qui donc notamment proposait d'attaquer des banques pour récupérer l'argent pour la lutte, qui proposait de tuer des politiciens. Il y a eu des cas de rois, d'empereurs, un tsar, qui ont été assassinés par des anarchistes. Mais si vous prenez tous ces faits, vous vous rendez compte que la réalité statistique de la violence anarchiste a été extrêmement petite par rapport à celle d'autres mouvements politiques. Et par exemple, les suffragettes, qui étaient un mouvement, la première vague du féminisme pour l'égalité des droits, a posé plus de bombes entre 1913 et 1914 que les anarchistes précédemment. Mais ça, personne ne le sait. Parce qu'on ne se représente pas les suffragettes comme étant un mouvement violent, un mouvement politique violent. Par contre, on se représente l'anarchisme comme étant un mouvement politique violent. Je ne dis pas que les suffragettes étaient un mouvement politique violent. C'était un mouvement extrêmement complexe avec différentes strates, parfois bourgeoises, parfois plus prolétaires. Mais ce que je veux dire, c'est que l'anarchisme n'est pas un mouvement fondamentalement plus violent que n'importe quel autre mouvement de contestation politique. Et ça pose la question, de la même manière, si on demande, imaginons qu'aujourd'hui dans cet auditoire, il y a eu une conférence, je prends complètement au hasard, d'un professeur de Solvay, qui vous aurait expliqué que le libre-échangisme est une très bonne chose. Et qui vous aurait parlé un peu de l'histoire en vous disant chaque fois qu'on a fait du commerce, les gens étaient plus libres. Est-ce que quelqu'un lèverait la main en lui demandant oui, mais alors vous justifiez la traite négrière et le colonialisme? Personne ne fera ça. Parce que dans l'imaginaire collectif des gens, le libre-échangisme, le libéralisme, le conservatisme, je vais prendre d'autres exemples, sont des mouvements politiques très sages en fait, pas violents, même plutôt anti-violents, qui protègent la société contre les vilains anarchistes. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'image culturelle de l'anarchiste, qui peut parfois être utilisée, il y a des gens qui utilisent cette image, qui volontairement utilisent ce cliché entre guillemets pour choquer, pour faire bouger, pour secouer la société. C'est une approche qui est tout à fait possible. Mais cette image, en fait, n'est pas du tout une image qui révèle ce qu'est l'anarchie dans son ensemble. Comme n'importe quel mouvement révolutionnaire,
l'anarchisme ne règle pas la question de la violence. Vous avez au sein de l'anarchisme des pacifistes, des désobéissants civils, des gens qui vont dans des black blocs, des gens qui promeuvent la violence sous forme parfois de bombes ou de destruction de mobilier urbain. Vous avez tout ça. Et c'est pas moi, en tant que personne, qui vais dire à ces gens, vous n'êtes pas anarchiste. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui jette un caillou sur un flic, vous n'êtes pas un anarchiste. Et je ne vais pas dire à un pacifique qui ne jettera jamais un caillou sur un flic, vous n'êtes pas anarchiste. Parce que, justement, on ne veut pas hiérarchiser en notre sein les bonnes ou les mauvaises visions. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. Je vais juste terminer en vous disant que s'il y a une chose que j'ai envie que vous reteniez de tout ce que je vous ai dit, et encore une fois c'est très personnel, c'est que l'anarchie, ce n'est pas l'anomie, ce n'est pas l'absence de normes, ce n'est pas l'absence de règles ou de contraintes, ce n'est pas l'absence d'ordre. Une phrase célèbre d'un anarchiste que je ne citerai pas, c'est l'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir, moins le pouvoir. Et effectivement, les anarchistes se donnent leurs contraintes, c'est ça leur forme de liberté. En organisant la société, ou en expérimentant, en agissant, ils vont se donner eux-mêmes les limites de leur action. Et c'est en ça qu'ils sont en fait plus libres. D'où le fait que l'anarchisme constitue de nouvelles normes, qui sont basées sur l'égalité sociale, l'égalité politique, qui au fond, finalement, veulent créer une harmonie au sein de la société, entre les individus et le collectif, entre l'égalité et la liberté. Je vais terminer là-dessus et vous vais passer la parole à mon camarade Jean-Michel. Qui va donc vous parler de certaines expériences historiques, certains faits historiques sur lesquels je ne suis pas